Cette étude du comportement de la matière permet une malléabilité de l'interface pour une représentation à multiples échelles. Ainsi, à l'inverse des objets classiques qui suggèrent des usages, c'est à l'utilisateur de façonner son objet, d'en définir les symboles pour en définir les réglages. C'est un objet à référencer qui suggère la création de nouveaux langages. La flexibilité des représentations permet à l'utilisateur une capacitation, un empowerment pour produire et exprimer des imaginaires. L'objet devient un pur médium d'expression et donc de réflexibilité. L'objet n'est une radio que lorsqu'il fonctionne. Lorsqu'il est éteint, que l'utilisateur n'en fait pas l'usage, l'objet perd son identité formelle. Pour l'utilisateur, l'objet reste une radio, mais celle-ci n'en a pas l'aspect. Ici, la forme de l'objet est indissociable de la forme de l'usage. Finalement, la forme de l'objet est définie par l'information numérique programmée par le designer. La programmation des formes et des comportements de la matière se fait donc grâce à l'informatique. L'introduction de comportements dans la matière fait que l'on peut désormais parler d'objets vivants. Si ces néo-objets faits d'informations permettent une extraordinaire flexibilité, pourquoi ne pas les utiliser comme outils de conception? Serait-il ainsi possible de programmer directement la fonction de ces nouveaux objets? Aujourd'hui, la conception assistée par informatique permet de mettre en forme des objets en images de synthèse, que l'on peut ensuite imprimer grâce à différents procédés tels que le frittage de poudre, la stéréolithographie ou le dépôt de fil. Mais avec cette clé électronique, le passage de l'objet de synthèse à l'objet tangible par le transfert de l'information dans la matière se fait sans intermédiaire et à volonté. De plus, une fois la matière organisée, l'utilisateur peut réagencer les structures. Je vous propose donc un scénario qui illustre ces nouveaux Fab Labs du futur, ces fameux laboratoires de fabrication. Cette technologie avant-gardiste nous permet finalement de retrouver un rapport ancestral avec la matière. C'est finalement un retour à une pratique de production artisanale, où l'artisan designer façonne la matière en faisant des allers-retours pour modifier puis constater le résultat. Les procédés de stéréolithographie permettent déjà aujourd'hui de produire des prototypes mais aussi des objets fonctionnels, dans des matériaux souhaités tels que des plastiques techniques, des métaux ou des silicones. Les designers comme Patrick Jouin, Marcel Wanders, Arik Levy ou les Front ont déjà réalisé des productions selon ce type de procédé industriel. On peut donc prévoir qu'avec cette matière programmable, on synthétisera des objets directement fonctionnels. L'utilisateur programme et télécharge ces objets dans la matière. On est définitivement dans un système des objets forme-usage, car ici, l'objet ne se matérialise que lorsque l'utilisateur en a besoin. Ces perspectives introduisent une toute nouvelle notion dans nos dispositifs, la notion de pario. Suite logique de l'audio et de la vidéo, le pario signifie en latin la naissance, la genèse. Les propriétés de cette matière questionnent la dimension sensible de l'objet. L'interaction génère des expériences quasi uniques car les combinaisons sont infinies. Ces néo-objets sont de purs médiums de représentation et de projection pour l'utilisateur. Ce sont des nouveaux outils à produire et à exprimer. Imaginez un environnement entièrement reprogrammable par les utilisateurs. Un panorama d'objets exigus, un ensemble d'objets adaptés à la seule morphologie du propriétaire, ou pour les fans de Claude François, un univers entièrement à l'effigie de leur idole. On peut imaginer qu'au gré de nos humeurs, l'intérieur complet de nos habitations se reprogrammera, ou par lassitude de voir tous ces objets, on leur demandera de retourner au degré zéro de la matière. En contrepartie de cette adaptabilité extraordinaire, l'envergure des possibilités est uniquement liée au potentiel de la technologie, ainsi qu'à la quantité de matière dont dispose l'usager. On conçoit aujourd'hui que le système de réseau Internet permet la libre circulation de l'information. On verra donc très certainement l'apparition de gigantesques bases de données de formes à télécharger, un iTunes pour les objets tangibles, qui sera accompagné de podcasts où chaque individu pourra proposer ses propres créations. On se retrouvera donc à nouveau confronté au même débat sur la légitimité des systèmes open source.
des objets open source, et du fait de faire respecter toutes les normes et réglementations qui s'appliquent à la production des objets. La facilité de produire des objets nous obligera, nous designers, à imposer notre leadership créatif, non pas dans les formes et dans l'esthétique des choses, mais dans l'univers des usages, des représentations et des situations. Comme disait Simondon, ce ne sont plus des objets à intention utilisatrice, mais des objets à intention fabricatrice. C'est un méta-design. Cette réflexion menée sur une montée graduelle de la flexibilité dans nos objets est un moyen d'affirmer le rôle du design dans la recherche. C'est en effet un moyen de valoriser et proposer des usages pour des technologies à venir. Ce projet est la proposition d'un imaginaire non pas fonctionnel mais humain, sensible, fait de désir et d'envie. Si l'on reconsidère le système des objets de Baudrillard qui condamnait l'explosion des codes et des symboles, j'ai sans doute ici créé plus de problèmes que je n'en résous. Mes objets n'ont plus de forme, plus de symboles, plus d'icônes, plus de commandes. Alors finalement, quelle esthétique donner à ces objets ? C'est sans doute un nouveau défi pour les designers.